suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 144 du podcast, épisode que j'avais tellement hâte d'enregistrer puisque, avec mon invité, on va parler de comment faire maxi vente, donc maxi chiffre d'affaires quand on a une mini audience, qui est encore une fois une question que je reçois tout le temps. Et non, on n'a pas besoin d'être influenceur, on n'a pas besoin d'avoir des dizaines ou des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et les divers médias pour pouvoir bien vendre et bien gagner sa vie. Et mon invité du jour, Cindy, en est l'illustration, la preuve vivante. J'ai hyper hâte de décortiquer avec elle les clés, les astuces, les stratégies qui lui ont permis de faire un super chiffre d'affaires pour son tout premier lancement. Donc, sans plus de transition, je vous laisse écouter tout ça. Hello Cindy, comment est-ce que tu vas ? Hello Aline, ça va super, merci et toi ? Très bien, trop contente, comme tous mes invités, trop contente de t'accueillir sur le podcast, surtout qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'enregistrer un épisode avec une copine, plus qu'avec une experte, une spécialiste ou quoi. Ça me fait plaisir. Non, je suis hyper contente d'être là aussi parce que j'écoute ton podcast depuis longtemps, donc c'est vraiment un honneur d'être avec toi ici aujourd'hui. On va refaire tout l'historique juste après, mais en tout cas, pour introduire un petit peu le sujet, c'est un sujet qui, je sais, va cartonner d'avance. Une question que je reçois tout le temps, et je suis sûre qu'on te la pose aussi, sur comment faire beaucoup de ventes quand on a une petite audience. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une audience de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés ou centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre. Et pourtant, il est possible de faire un très bon chiffre d'affaires avec une toute petite audience. Tu en es la preuve vivante et je suis ravie à l'idée qu'on aille décortiquer ça ensemble, toi et moi. T'es ravie aussi ? Oui, je suis trop contente de pouvoir parler de ce sujet parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant et qui décourage énormément de personnes qui veulent se lancer, le fait d'avoir une petite audience et tout. Donc, je suis vraiment hyper contente de pouvoir partager ça aujourd'hui avec toi parce que je pense que ça va en rebooster plus d'un. J'approuve ton choix de mots, ça me convient très bien. Cindy, la tradition sur le podcast, c'est que ce soit moi qui fasse ta présentation et ton introduction. C'est l'occasion pour moi de te passer un petit peu la pommade et de te présenter à nos auditeurs. T'es prête ? Oui. Donc, avant toute chose, je commencerai par dire que tu es une consoeur suisse. Oui. Donc, alors, tu me dis que ça explique l'accent. Moi, je trouve pas que tu as un accent. Mais pour les auditeurs qui l'ignorent, j'ai la double nationalité franco-suisse. Donc, toujours ravie de pouvoir échanger avec des entrepreneuses de ce beau pays, on va dire. Tu es graphiste depuis presque 10 ans. Et en 2019, tu t'es lancée dans le freelancing. Youhou! Et toi et moi, on s'est rencontrés parce que tu es en fait une étudiante de la BSB Academy. Donc, promo 2020, je précise parce que c'était pas 2021, donc ça commence à dater un petit peu. Et à ce moment-là, quand tu es rentrée dans la formation, tu étais graphiste freelance depuis à peu près 1 an. C'est ça. Et en fait, en 2020-2021, donc après la formation, il y a eu une espèce de méga boom dans ton business. Ça a été incroyable puisque tu as changé totalement de métier, tu as pivoté, on va en reparler juste après. Tu t'es lancé dans le web entrepreneuriat, l'infoprenariat et la formation en ligne. Et tu as fait surtout un lancement incroyable. On parlera des chiffres plus tard aussi, alors que tu avais une toute petite audience à ce moment-là. Tu as également ton propre podcast qui s'appelle Mindset Créatif, dans lequel tu partages tes aventures de web entrepreneuse. Et j'ai ajouté en tout en bas la reine, la queen des Reels. Alors, je ne vais pas dire la queen des Reels, parce qu'on va laisser ça à Quincy. Mais la reine des Reels drôles et efficaces que je me régale à regarder tous les jours. Et surtout, on voit ton compte Insta qui explose de jour en jour grâce à ça. C'est pas le sujet de l'épisode de podcast d'aujourd'hui, mais ça pourrait le devenir pour une prochaine fois. Qu'est-ce que t'en dis de cette description ? C'est parfait. Je suis ravie de savoir que j'ai pas un accent aussi prononcé que ça. Mais c'était surtout si tout d'un coup il y avait des huitontes ou des expressions comme ça qui sortaient, au moins les gens savent que je suis suisse. Mais non, très bon résumé. Je suis ravie que mes reels te plaisent. Oui, alors du coup je précise parce que quand on parlera un petit peu des chiffres, c'est vrai que la monnaie suisse c'est le franc suisse, donc si à un moment Cindy parle de j'ai vendu à 97 francs, elle n'est pas restée coincée dans les années 90 puisqu'elle parle en franc suisse. Voilà, c'est ça. Je vais essayer un maximum de m'adapter et de dire les chiffres en euros, comme ça voilà, j'ai fait à peu près les conversions, enfin il n'y a pas une énorme différence donc ça va, mais voilà, je m'adapte. Ok, donc c'est le moment d'entamer les festivités.
J'aimerais d'abord qu'on commence par parler de ton passage de prestation de service à la formation en ligne, le web entrepreneuriat, etc. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de faire cette transition, quelles étaient tes motivations et comment tu as réussi à sauter le pas? Alors, ça date d'un petit peu plus d'une année maintenant. Juste avant que je te rencontre, que je connaisse un petit peu ce monde de l'entrepreneuriat en ligne, j'ai eu la chance de rencontrer en vrai ma cliente idéale. Je ne savais pas du tout que ça serait ma cliente idéale parce que ce terme, je ne le connaissais pas à l'époque. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir vraiment ce monde en ligne, les podcasts, ce genre de choses. Et petit à petit, plus tu découvres ce monde, plus tu t'y intéresses, les formations en ligne, etc., etc. Donc, c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert. Et puis après, comme tu l'as dit avant, j'étais prestataire de service à 100%, freelance, graphiste. Je faisais des logos, des sites internet, voilà, vraiment un peu les prestations de base. Et puis, je suis passée donc par une certaine BSB Academy qui m'a fait vraiment reprendre tout à zéro et je me suis vraiment rendu compte que les prestations one-one, c'était pas forcément fait pour moi. C'est pas forcément quelque chose que j'aime pas, mais je préfère pouvoir gérer des petits groupes de personnes ou pouvoir vraiment... En fait, j'ai cette vision des choses qui fait que j'ai envie d'apprendre à un maximum de personnes. Et quand tu fais du one-one, tu troques ton temps contre de l'argent. Et au bout d'un moment, tu peux pas aider plus de monde que ce que tu as déjà. Et je me retrouvais bloquée avec peut-être 3 ou 4 personnes tous les 3 mois à pouvoir aider. Et pour moi, c'était pas assez. J'avais envie d'aider plus de personnes. Et du coup, c'est... Dans cette optique-là, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour transformer ce que je fais en quelque chose de plus global ? Et c'est là où l'idée de la formation m'est venue. Alors je dois t'avouer qu'au début, étant graphiste, Canva pour moi, c'était un petit peu les œillères. C'était Satan, fallait pas y toucher. Voilà, c'était un petit peu toutes les choses qu'on peut entendre là-dessus de la part des graphistes un peu bornés. Et du coup, j'avais plus dans l'optique de faire dans d'autres logiciels, notamment Procreate sur iPad, c'est un logiciel de dessin, mais n'étant pas illustratrice, je me suis vite rendu compte que ça serait pas pour moi. Faire des formations sur Photoshop, des choses comme ça, j'étais non mais c'est pas ce que les gens utilisent quoi, on s'en fiche, c'est les graphistes qui utilisent ma cible, c'est pas les graphistes. Et en retravaillant justement toute cette histoire de cible, de client idéal, je me suis rendu compte un petit peu de ce dont avaient besoin les gens qui me suivaient. Je me suis un peu dirigée là-dedans, j'ai vu la puissance de tout ça, et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert que ça pouvait fonctionner, et que je pouvais passer de ce statut de freelance à ce statut d'entrepreneur en ligne, quoi. Et donc, du coup, pour clarifier, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que tu t'es spécialisé tout d'abord dans Canva. Pour les entrepreneurs, donc quand tu es entrepreneur, comment tu utilises et tu maîtrises Canva pour créer tes propres assets, tes propres visuels, etc. Puis maintenant, tu es en train d'élargir un petit peu plus puisque tu te positionnes sur tout ce qui est la création visuelle, plutôt sur Instagram, grâce à Canva. Mais en tout cas, ce premier lancement, c'était vraiment, tu étais la spécialiste Canva, quoi. C'est ça, ouais. En fait, j'ai pu un petit peu prendre l'outil en main dans mon ancien job salarié, parce que j'ai quitté mon job salarié seulement cette année, en avril. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je ne suis plus salariée. Et je devais l'utiliser dans mon ancien job parce que forcément, Photoshop et tout ça, c'était pas forcément la tasse de thé de ma supérieure. Donc j'ai dû apprendre à utiliser Canva, au début un peu à contre-cœur, et au final, plus j'utilisais, plus j'étais là. Mais attends, il y a un truc là, il y a quelque chose, il y a vraiment un potentiel mais de fou dans cet outil. Je me suis un petit peu plus penchée dessus, j'y ai passé des heures et tout, et au moment où j'ai eu ce petit déclic de me dire mais c'est ça en fait que la plupart des gens utilisent, je voyais les entrepreneurs en parler, j'ai vu que même les templates que toi tu donnais dans la BSB ou des choses comme ça, c'était du Canva, tout le monde utilisait Canva dans ma cible, et je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est un outil tellement pour tout le monde qu'il doit déjà y avoir 1 million de formations là-dessus. Spoiler alerte, il n'y en avait pas vraiment. Il y avait 1 ou 2 petites choses, mais plus du côté des États-Unis, ou alors des formations un petit peu type école ou ce genre de choses. Mais vraiment du côté entrepreneuriat un petit peu fun comme nous on peut le faire, il n'y avait pas grand-chose. Donc dès que j'ai vu qu'il n'y avait rien, j'étais c'est bon, j'ai trouvé ce que j'allais faire, j'ai trouvé comment aider les gens. Et puis en 3 mois, en 3 mois le tout était fait. En 3 mois de jour et nuit de travail, le tout était fait. Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête entre le moment où tu dis je pivote de la prestation de service one-to-one à la formation en ligne, sachant qu'en plus, tu as ces fameux 3 mois de création. D'ailleurs, c'est hyper rapide, mais c'est quand même 3 mois où tu es 100% focus sur ce futur business que tu es en train de construire, que tu ne prends plus d'anciens clients ou alors beaucoup moins. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là ? Est-ce que tu doutais de toi ? Pas du tout. Est-ce que tu étais sûre que ça allait marcher ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ?
Alors le problème, c'est que justement, à ce moment-là, j'ai pas eu la décence de me dire « Ok, tu vas créer une formation, donc les clients, tu finis, après tu fais ta formation. » J'avais les deux en même temps, c'est pour ça que je travaillais jour et nuit. Donc je pense que... Ah ouais, d'accord. Ouais, on est sur ce niveau-là, d'accord. J'avais justement forcément cette peur de ne pas avoir de revenus pendant 3 mois, de ne pas réussir avec la formation et tout, que forcément, en plus, c'était pile le moment où mon business commençait à décoller du côté prestataire de service. Donc forcément, j'avais plein de demandes, des projets très cool, donc je disais oui, j'y allais, hop, on y va. Je me suis retrouvée à créer une formation à un moment donné où j'avais le pic de clientèle, quoi. C'est pour ça, travail jour et nuit, et je ne conseille pas du tout de faire ça. À ceux qui souhaitent lancer une formation, ne faites pas ça, du tout. Mais voilà, et du coup, non, alors j'ai pas eu ce déclic-là à ce moment-là. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment un petit peu, pour l'instant, je garde les clients pour justement avoir cette réserve. Et quand j'ai vu que la formation marchait, c'est là où je me suis dit non. Je vais pas pouvoir faire les deux parce que je n'arrive pas à allier le travail client, à gérer tous les projets et de gérer la création de contenu qui, au final, c'est ça qui me permet de vendre ma formation. Donc, si je peux pas être régulière dans mes contenus et avoir des clients, il faut que je me sépare d'un des deux. Et puis, le choix a été vite fait dans la direction que je voulais donner à mon business. Donc, voilà. Je fais une petite pause là-dessus pour tous les gens qui nous écoutent. Pareil, des fois, on peut se poser la question sur pourquoi est-ce que tout le monde fait de la formation en ligne ? Est-ce que je devrais en faire moi aussi ? Et qu'est-ce qui se passe si je préfère l'individuel et accompagner mes clients one-to-one ? Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est moins bien ? Et en fait, j'ai vraiment, tu me diras ce que tu en penses, mais cette vision où tu as deux manières d'impacter les gens de manière positive, où tu les impactes verticalement, c'est-à-dire que tu coaches peu de personnes ou tu accompagnes peu de personnes, mais vraiment en profondeur. Donc, tu es plutôt dans la qualité, ou tu peux choisir l'impact horizontal, donc là où c'est un max de personnes, mais un petit peu plus de manière superficielle, parce que forcément, quand tu fais la formation en ligne, tu peux pas accompagner un individu de manière individuelle. Voilà. Et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre du tout, parce que je pense que c'est à chacun de choisir en fonction de ce qui lui plaît. Moi, je sais que c'est l'impact horizontal à 2000%. Je suis beaucoup plus forte là-dedans que le coaching individuel. Il y a des gens qui préfèrent, par contre, le coaching individuel. Enfin, c'est vraiment à vous de choisir. Ça te parle, ça ? Ouais, c'était exactement ça. Au final, je m'en sortais bien. Je gagnais bien ma vie avec du one-one. J'accompagnais des gens, des projets super, etc. Donc ça, il n'y avait aucun souci. C'était même pas forcément une question d'ambition monétaire ou de choses comme ça. C'était vraiment plus la direction que je voulais donner à mon business, le fait de pouvoir créer une petite équipe. C'est vrai que si je restais dans du one-one, j'aurais vite dû trouver d'autres freelance peut-être avec qui travailler. Et c'était pas forcément la même dynamique que justement dans la création de formation. Donc voilà, c'était plus de ce côté-là et je suis complètement raccord avec toi. Je préfère justement pouvoir accompagner pas mal de monde plutôt que d'être vraiment personne en personne. Quoique je garde encore des petites séances de coaching vraiment sur des problèmes ciblés parce que j'ai mis ça en place il y a pas longtemps et j'aime beaucoup ça. Mais c'est vraiment des petites choses et pas des projets sur 3-4 mois comme j'avais avant, quoi. Trop bien. Passons maintenant aux détails. Les plus chiffrés possibles, s'il te plaît. Donc, tu lances cette première formation donc, qui s'appelait Canva Power. Est-ce que tu peux nous dire déjà, si tu t'en souviens, la taille de ton audience sur Instagram, parce que tu vends principalement via Instagram, avant le lancement ? J'ai été rechercher les chiffres parce que t'es parfaite. Je voulais donner, et je sais que j'avais vraiment documenté toute mon aventure parce que je voulais avoir un petit peu un aperçu voilà, j'aime beaucoup les chiffres, les statistiques et choses comme ça. Donc j'ai beaucoup regardé. Donc sur Instagram, avant le lancement, donc au mois de juin, j'étais à 1600 abonnés. Ok. Donc là, je viens de dépasser les 7000, donc ça a bien augmenté depuis, mais j'étais vraiment... Ok, c'est pris 6000 abonnés en 5 mois, c'est 4 mois. Tout va bien. Tout se passe très bien, je flippe pas du tout. Non, mais c'est un joli clin d'œil à tous ceux qui disent en 2021, l'algorithme Instagram, on peut plus prendre autant d'abonnés qu'avant, voilà. Non, je vous assure, ça marche toujours. Donc ouais, non, j'étais un petit peu moins de 2000 abonnés. J'ai passé les 2000 abonnés dans la semaine de lancement. Mais avant, j'étais à ça. Et puis, autour des emails, parce que je fonctionne aussi beaucoup avec la stratégie mailing, etc., j'étais à moins de 700 abonnés, 600 et quelques. Je sais plus exactement le chiffre de ce côté-là, mais j'avais moins de 700 personnes dans ma liste mail. Donc, 700 sur la liste email et à peu près 1000 personnes sur Instagram. Voilà, c'est ça. Tu lances ta formation. Est-ce que tu acceptes de nous dire combien de ventes tu as fait et à quel chiffre d'affaires, si possible en euros, ça correspond ? Oui, j'ai aucun souci. J'en ai fait des reels un peu drôles là-dessus, donc j'ai vraiment aucun souci à partager ça. En une semaine, donc j'ai réussi à faire 54 ventes d'une formation qui était, au prix de lancement, c'était 384 €. Enfin, francs suisses, mais c'est à peu près 350 € du coup. Et du coup, j'ai réussi à réaliser un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 000 €. Voilà.
Parfait. Premier lancement de ta vie. C'est ça, c'était le tout premier lancement. Et là, c'était vraiment un lancement stratégique de quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Donc, ouais, c'était le tout premier. Ah, mais félicitations. Enfin, je sais que je te l'ai déjà dit des centaines de fois, mais genre, encore félicitations pour ça, quoi. Merci. Est-ce que tu avais investi en publicité ou pas? Ou c'était que de l'organique? Alors, je vais dire que de l'organique parce que j'ai testé la publicité Instagram à ce moment-là. Je me suis dit, ah tiens, et si j'essayais? Et j'ai mis, je crois, entre 20 et 50 euros, quelque chose comme ça, dans une pub Instagram. Et c'était pour la masterclass, un petit peu promotionnelle avant le lancement. Donc c'était même pas pour le produit même. Et je crois que ça m'a rapporté absolument rien du tout. Donc on peut dire que toutes les ventes ont été faites en organique, principalement sur Instagram, mais aussi avec la liste email, quoi. Non, voilà. D'où le titre de cet épisode, mini-audience, maxi-vente. Ah, on adore, c'est trop bien. On peut faire de bonnes ventes sans forcément utiliser de la pub. Alors, je dis pas que si j'avais utilisé de la pub, j'aurais pas eu plus, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est déjà très très bien. Mais c'est rassurant de t'entendre dire ça, parce que ça veut dire que t'es pas obligé d'avoir du budget publicitaire pour ton premier lancement, et tu peux tout à fait le faire en investissant rien d'autre que ton temps et ton énergie au final. C'est ça, c'est exactement ça. Alors... j'ai trop hâte que tu nous dises comment t'as fait, mais juste avant ça, quelles étaient, toi, tes craintes dans ta tête au moment de ce lancement? Est-ce que t'avais des peurs, des choses comme ça? Je dirais qu'il y en a deux grosses. C'était que la formation ne plaise pas, que les personnes entrent dedans, l'achètent et que ça ne plaise pas du tout, que c'était pas adapté ou quoi que ce soit. Et la deuxième, c'était de ne pas vendre, hein, forcément. C'était les deux plus grosses craintes. Bon, la première a été assez vite écartée parce que j'ai fait des bêta-tests. J'avais intégré, je crois, 5 personnes à l'intérieur 2 semaines avant, donc j'étais un petit peu à la bourre, mais ça s'est bien passé, qui m'avaient confirmé que le contenu était top, etc. Donc ce problème-là a été vite résolu. Mais ouais, la peur de ne pas vendre, celui-ci, il était violent et jusqu'au dernier moment et jusqu'au lancement, parce que j'ai fait des ventes dès le premier jour, donc après ça s'est calmé. Mais jusqu'au matin même, j'ai pas dormi pendant 1 semaine, j'étais stressée, j'étais là, mais si t'as passé 3 mois à faire ça et qu'il n'y a aucun résultat, je me suis inventé tous les scénarios du monde, c'était horrible. Je crois qu'on fait tout ça. C'est ça. Donc ouais, c'était vraiment les deux plus grosses craintes, c'était d'avoir un produit pas à la hauteur des attentes et de pas faire de vente. Et est-ce que tu t'étais fixé un nombre de ventes en termes d'objectifs ou tu y allais un peu en mode YOLO? Je m'étais dit 20, ça serait pas mal. Objectif plus que atteint alors. Ouais, il a très très vite été dépassé, mais j'avais besoin de 10 ventes pour rentabiliser entre guillemets un minimum le temps, l'investissement, etc. Il me fallait 10 ventes en gros, et le premier soir je crois que j'en ai fait 13, donc l'objectif même de 20 était atteint quasiment le premier soir, donc ça va. Et après je poussais un petit peu les objectifs de 5 en 5 jusqu'à ce qu'à un moment donné on me dise non mais ça va, tu vas atteindre les 50 facilement, là t'as vu où t'en es. Et après je me suis dit bon, peut-être 50, et une fois que les 50 étaient passés je me suis dit 60. Non, là on n'y est pas arrivé, mais c'était 2 heures avant la fin du lancement, donc je me suis dit bon, quand même pas, hein. On va se calmer. Ah mais c'est trop cool, j'adore. Non, c'était trop bien. Est-ce que tu as fait des ventes dès le matin de l'ouverture du panier, ou ça a mis quelques heures à démarrer? Alors en fait, au moment du lancement, j'avais fait une liste d'attente, voilà, pour hyper un petit peu les gens, teaser le truc et tout ça. Et j'ai fait une masterclass le soir du lancement. Donc j'ai lancé ça un soir, j'ai fait une masterclass d'ouverture, voilà, j'ai donné ma valeur, j'ai apporté du contenu, et à la fin j'ai fait ma petite promo. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait les 13 premières ventes. Donc dès l'ouverture du panier, entre guillemets, il y a eu déjà une bonne dizaine de ventes du coup, voilà. Avec la masterclass. Trop exact. Bien. Ok, du coup, on attaque la partie croustillante, juicy de cet épisode. Selon toi, alors il y a plein de facteurs, je suis d'accord, mais quelles sont les 3 clés principales qui t'ont permis de faire maxi-vente sur mini-audience? Si je devais donner vraiment 3 éléments, ça serait premièrement d'avoir créé un engagement avec ses abonnés auparavant. J'ai toujours été hyper présente sur Instagram, j'apportais beaucoup de valeur, je faisais pas de rétention d'informations, etc. Ce qui fait que ça a prouvé mon expertise. Et au moment où j'ai lancé ma formation, il y a des gens qui n'ont même pas lu ce qu'il y avait dedans, qui l'ont acheté parce qu'ils savaient que j'apporterais de la valeur, et si mes contenus gratuits étaient déjà
à ce niveau-là, je reporte ce qu'on m'a dit, je me lance pas des fleurs toute seule. Mais voilà, des personnes m'ont dit, voilà, ton contenu gratuit est tellement poussé que le contenu payant ne pouvait être que aussi bien. Je pense que ça a joué un très très grand rôle, de vraiment être proche de ma communauté. C'est ça qui marche quand t'as une petite communauté au final, si t'es proche d'elle. Donc je dirais que ça c'était le premier point. Le deuxième, j'ai beaucoup analysé la demande. J'ai énormément analysé ce que les gens souhaitaient. J'ai fait pas mal de sondages sur Instagram, de questionnaires aussi, que j'ai proposé à mon audience de remplir pour justement savoir quelle était leur problématique, etc. autour de la création de contenu visuel. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé à trouver les termes exacts, les choses exactes dont les gens avaient besoin. Ce qui fait que au moment de mon argumentaire de vente, entre guillemets, j'avais pile les points là où il fallait aller. Et tout le verbatim aussi. C'est ça, exactement, c'est ça, j'avais les termes exacts et en plus, du coup, dans la formation, je pouvais avoir exactement ce qu'il fallait. Et puis, la troisième clé, c'est un truc où j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même, c'est ne pas avoir peur de saouler les gens. La fameuse. C'est ça, mais non, mais je vais pas en parler tous les jours, oui, je sais que je dois vendre, mais non, ça, j'en ai parlé tous les jours pendant une semaine, que ce soit en mail, sur Insta, en story. J'en ai parlé tous les jours, j'ai bombardé et je pense aussi que si j'en avais parlé qu'une fois au début et une fois à la fin, il n'y aurait pas eu un impact comme ça. Donc j'ai pas été tous les jours en mode acheter mon produit, j'ai fait des petits apartés, j'ai donné des astuces et à la fin je disais si vous voulez en savoir plus, allez sur la formation. Voilà, il y a plein de manières de pas juste être dans un discours de acheter, mais voilà, de ne pas avoir peur de rappeler qu'il y a ce produit. Et encore maintenant, je le fais un petit peu moins parce que j'ai pas mal de projets pour la fin d'année, mais j'en parle encore très régulièrement. Dès que je peux placer Canva Power quelque part, je le mets. Voilà, de ne pas avoir peur de saouler les gens. C'est vraiment un truc où je crois que, même moi d'ailleurs, j'avais la peur. Et d'avoir surpassé ça m'a beaucoup aidé, je pense. Je pense que c'est une peur qu'on a tous et toutes dès qu'on fait des lancements en ligne ou qu'on parle de nos offres, etc. Et même moi, tu vois, quand je suis en lancement de la BSB et tout, je sais que c'est le lancement de l'année, je sais que c'est 80% de mon chiffre d'affaires que j'ai intérêt à assurer. Et je me dis, il faut que je saoule les gens. Il faut que je les saoule pour que personne ne passe à côté de l'information. Mais pour que l'ensemble de la communauté ne passe pas à côté de cette information, il faut que moi, je n'en peux plus de moi-même. Tu vois, il faut que j'atteigne un niveau de saturation de moi-même. Et donc il ne faut pas hésiter à pousser le bouchon, etc. C'est triste, c'est pas du tout agréable, mais c'est nécessaire. Oui, mais on arrive à trouver des petits stratagèmes pour en parler d'une façon différente. Et c'est tout là le truc sympa de la vente, c'est d'essayer de trouver des choses sympas pour vendre, sans avoir l'impression de vendre, et sans que les gens aient l'impression que tu essaies de leur vendre quelque chose. C'est la fameuse, le fait de répéter de manière intelligente, c'est pas juste répéter bêtement tous les jours de la même manière, mais de faire des liens, de faire des ponts, de faire allusion à un truc, puis après de proposer de continuer sur une expérience payante, etc. Ouais, exactement. On aime, j'adore vendre aussi de toute façon, donc on adore ça. Trop cool. Alors, je récapitule les 3 points. C'est 1, être proche de ta communauté. 2, beaucoup d'analyse et de l'audience et de ses besoins. Et ne pas avoir peur de saouler les gens en répétant. Juste par rapport au fait de nouer une relation de confiance, d'avoir une communauté engagée, etc. Toi-même, tu sais, c'est une question qui revient beaucoup. Quelles sont, toi, les actions qui t'ont vraiment aidé à créer cette communauté super engagée ? Je dirais que le fait de donner un maximum de contenu gratuit, mais qui a une forte valeur à l'intérieur, ça crée déjà vraiment une relation de ah ouais, elle sait de quoi elle parle, elle nous donne des choses à nous mettre sous la dent, quoi. Donc il y a vraiment eu ça, le fait forcément de répondre aux commentaires, d'interagir avec les gens par message, d'être aussi hyper naturel en story. Ça peut paraître bête, mais le nombre de fois où quand je fais une story le matin au réveil en pyjama, pas maquillée, les personnes me disent « Bah ça fait du bien de voir ça un peu sur Instagram plutôt que toujours des nanas pimpées ou je sais pas ». Je sais pas si ça a vraiment pu aider, mais en tout cas, ça a créé un lien avec ma communauté. Donc, je dis pas qu'il faut faire que des stories en pyjama, mais le fait d'être naturel, de pas toujours jouer un rôle dans ces stories, ça aide. Mais c'est vraiment ça. Vraiment, le fait d'interagir beaucoup avec les gens, c'est ça qui va créer du lien, quoi. Comme dans la vraie vie, plus tu vas interagir avec quelqu'un, plus tu vas discuter avec quelqu'un, plus tu vas devenir proche, et voilà. Et du coup, j'ai une autre question pour toi, parce que tu as cette audience qui a explosé récemment, mais tu as connu aussi cette traversée du désert quand tu lances ton compte, que tu essayes de créer cet engagement et que personne ne répond et que tu as l'impression de parler dans le vide. Combien de temps a duré cette période pour toi et comment tu as fait pour passer au-dessus et quand même persévérer ? 2 ans.
t'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à ça comme réponse. 2 ans, ça a duré 2 ans, mais il y a une explication. Parce que quand j'ai lancé mon business, donc en 2019, j'ai lancé mon compte Insta, mais c'était vraiment un compte portfolio. J'y mettais les travaux clients, j'y mettais ce genre de choses-là, et j'avais pas du tout une stratégie comme maintenant. Je me cachais derrière mon logo, c'était l'entreprise, gna gna gna, je disais nous, alors j'étais tout seul derrière mon écran, hein, comme maintenant, mais j'avais vraiment ce côté entreprise, quoi. Et je dirais que pendant 2 ans, j'ai construit 300, 400 abonnés grand max, jusqu'à ce que je revoie toute ma stratégie de contenu, et que je commence à me montrer, et voilà. Et au début de cette année, donc j'étais à 400, et du coup ça a vraiment explosé là en une année, mais ça a bloqué pendant 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a encouragé à persévérer malgré j'imagine que il n'y a pas eu des réponses tout de suite dès que tu as changé de stratégie, quoi. Au tout début, non. Au tout début, pas. Quand je postais des petits sondages, il y avait personne qui répondait, ou alors 1 ou 2 personnes. Mais en fait, c'est vraiment le fait de... Même s'il y avait qu'un seul commentaire, pour moi, ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un qui suivait ce que je faisais. Même s'il y avait pas beaucoup de likes, ça voulait dire qu'il y avait quand même des gens qui voyaient. Et en fait, j'essayais de créer du lien un maximum avec les quelques personnes qui me suivaient. Et au fur et à mesure, ça a fait effet boule de neige. Les gens ont vu un petit peu ce qui se passait sur mon compte et se sont abonnés. Et voilà, et puis ça va de plus en plus vite, quoi. Mais non, il faut surtout pas lâcher parce que, il faut juste prendre le nombre d'abonnés qu'on a, même si c'est pas beaucoup, 200, 300. Imaginez 300 personnes devant soi et se dire, ah ouais, en fait, c'est quand même énorme. Mettez 300 personnes dans une pièce, c'est quoi. Ça. C'est toujours... Tout de suite, on n'a pas la même impression. Ah non, mais tout le monde panique à devoir parler devant 300 personnes. Hein. Ah, c'est clair. Et du coup, pour rappeler un petit peu les chiffres que tu avais avant ton lancement, donc 700 sur la liste email et à peu près 1000 sur le compte Instagram, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur à partir de combien d'abonnés on peut commencer à vendre et à faire un lancement. J'aimerais bien ton avis et après, je donnerai le mien. Je pense que ça dépend peut-être aussi un peu dans la catégorie où t'es, dans le style d'activité que t'es. Mais il y a vraiment pour moi pas de minimum. Forcément, tes résultats vont être décuplés plus t'as de personnes, mais je trouve que d'avoir une petite audience, mais qui est hyper engagée, et d'avoir peut-être que 50 ou 100 personnes, mais t'as 50% de ces gens-là qui achètent, donc un taux de conversion méga élevé, hein, on est d'accord, plutôt que d'avoir 5 000, 10 000 personnes et d'avoir que 1% ou 2%. Au final, le ratio est quasiment pareil. Le ratio est pas pareil, mais le nombre de personnes, au final... ça sera le même, sauf que t'as une proximité avec les personnes d'une petite audience qui est tellement différente d'une grande audience. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de minimum. À partir du moment où c'est plus ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tes cousins qui viennent te suivre en premier, à partir du moment où tu as quand même des clients un peu préqualifiés, tu peux vendre. Il n'y a pas de minimum pour moi. Je comprends ton point. Moi, j'aime bien dire qu'il y a un petit minimum quand même. Pas très haut, tu vois. Je pense qu'à partir de... Même 200 abonnés Insta, on peut faire un truc sympa. 400, 500, c'est bien. Parce que ça donne vraiment une audience quand même globale. Et je dis toujours 200, 250 sur la liste email. Pourquoi je dis ça ? Parce que effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu peux vendre sur n'importe quelle taille d'audience, même une audience de 50 personnes. Si tu en as 10 qui achètent, ça fait un méga taux de conversion. Et puis, c'est 10 ventes et t'es content. Simplement, j'ai l'impression que de passer 3 mois à créer une formation pour la vendre à 50 personnes, peut-être qu'on pourrait passer 3 mois à faire grossir la communauté et ensuite créer la formation et la vendre à 500 personnes à la place, tu vois. C'est plutôt en termes de ratio temps-énergie. C'est ça, j'ai pris la question dans le mauvais sens alors du coup. J'avais pas compris ça comme ça, mais effectivement, à partir de combien de personnes, c'est intéressant de se dire de créer quelque chose. Là oui, dans ce cas-là, attendre un petit peu plus quand même si tu peux vendre avec pas beaucoup de personnes, mais effectivement, le temps investi risque d'être beaucoup moins rentabilisé, ça c'est sûr. Je te rejoins sur le côté tu peux vendre à une toute petite audience et que c'est pas parce que Aline et Cindy elles ont dit qu'il fallait 1000 abonnés sur Instagram que si vous en avez 850 vous pouvez pas commencer à vendre, quoi. Trop bien, mais je suis contente de savoir qu'on est à peu près alignés, qu'on n'est pas toutes les deux en train de se dire oui les gars, tant que vous n'avez pas 20 000 abonnés ça sert à rien. Ah bah non, hein, sinon j'aurais jamais lancé mon truc, hein. Oui, écoute, j'ai vraiment hâte. Alors, juste une question spoiler pour peut-être un prochain épisode parce que je suis trop curieuse. Là, ton compte Insta, il a explosé parce qu'il est passé de 2000 à bientôt 7000 abonnés en 3-4 mois à peine. C'est grâce aux Reels ? Oui. Alors, il a explosé, mais même pas en 3-4 mois. Je crois qu'à la fin de l'été, j'étais à 3000 abonnés, quelque chose comme ça. Il a vraiment explosé là depuis 2 mois. Ça fait 2 mois où j'ai triplé mes abonnés Instagram et que ça monte, mais je gagne à peu près 100 abonnés par jour, limite dans les bons moments.
Et c'est que grâce aux Reels, j'ai 1 ou 2 Reels qui ont explosé, qui ont fait plus de 100 000 vues. J'en ai même un qui arrive à 200 000, je crois, ou qui les a dépassés. Incroyable. Et c'est ça, en fait. Alors, le petit bémol que je peux dire, c'est que ça t'apporte énormément de personnes. Est-ce que c'est des personnes qualifiées ? Là, ça, c'est une autre question. Je verrai bien dans les prochaines choses que je lancerai si le taux de conversion reste un peu le même ou s'il baisse parce que j'ai beaucoup plus de monde et l'engagement n'a pas forcément augmenté avec. Mais en tout cas, j'ai toujours plus de likes, toujours plus de commentaires. Donc, les gens ont l'air d'être engagés. Ça sera à vérifier dans les prochains lancements. Mais en tout cas ouais, le compte augmente à une vitesse folle. On va pas trop s'étendre sur le sujet parce que c'est pas la thématique de l'épisode. Mais je trouvais ça assez hallucinant pour le souligner dans le sens que là, on est actuellement en novembre 2021. Donc, ça veut dire que c'est septembre-octobre 2021 où les Reels sont explosés pour toi. Ouais. Là où tout le monde commence à dire oui, ça commence déjà à s'essouffler, les Reels, c'est machin, puis l'algorithme Insta, c'est dur d'avoir des abonnés, il y a trop de monde, machin. En fait, non, quoi. Vraiment pas. Clairement vraiment pas. Ah non, c'est vraiment ça. Mais par contre, quand même, pour rester dans le thème du podcast, ce qui a tout déclenché, c'est Canva Power. C'est vraiment la formation et c'est là, à partir de ce moment-là, où vraiment mon compte s'est révélé, ce que je fais s'est révélé. Et c'est, je dirais, vraiment le lancement de la formation qui m'a propulsée. Et après, il y a d'autres choses qui ont un peu aidé, mais le lancement de la formation a quand même été le premier tremplin de tout ça. Du coup, si on veut acheter ta formation, parce qu'on a décidé qu'on voulait se former sur Canva, ou si on veut juste te faire un coucou, te suivre et te dire à quel point tu es merveilleuse, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut acheter chez toi ? Alors, je suis le plus active sur Instagram, forcément, donc c'est @graphicmedia. J'ai mon site là qui est en train d'être refait, enfin, à l'heure où l'épisode sort, il sera refait, donc www.graphicmedia.ch. où dessus, il y a toutes mes formations, les workshops, les petites choses gratuites aussi qu'on peut retrouver si on veut tester un petit peu 2-3 choses, les coachings, etc. Donc, c'est là principalement que tu peux te retrouver, mais sur Instagram, c'est là où je suis le plus active et que je papote avec tout le monde. Donc, s'il y a un petit message à envoyer, c'est sur Insta. Trop bien. Et on mettra évidemment tous les liens en description. Cindy, un immense merci. C'était trop cool. Je suis trop contente parce qu'on a pu parler de plein de choses et j'espère vraiment que ça va rassurer, encourager, empouvoirer les gens qui nous écoutent à faire des lancements, même avec une petite audience. Et il faut se lancer, il faut oser parce que tu sais pas le pouvoir que ça peut avoir. Donc, il faut essayer. Et je suis trop contente d'avoir pu partager mon expérience sur ton podcast. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, à très vite. À bientôt. Et voilà les amis, vous savez tout, vous savez comment faire beaucoup de ventes sur une petite audience. Au final, c'est des choses que je suis sûre que vous aviez entendues déjà plein de fois, mais c'est ce qui fonctionne. Cindy en est vraiment la preuve, l'incarnation. Concentrez-vous sur la qualité de votre audience, sur l'engagement, sur le fait de le faire, ne serait-ce que pour 2, 3, 4 personnes qui vous suivent et qui interagissent avec vous au quotidien. Concentrez-vous sur la qualité de votre produit, répétez, mais de manière intelligente et surtout faites confiance à la puissance des lancements, à la puissance des momentum. Comme le disait si bien Cindy, j'ai adoré cette phrase, c'était « on sous-estime souvent la force d'un lancement, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre et il faut aussi savoir un petit peu lâcher prise et tenter l'aventure ». Donc ceci est mon clin d'œil poussé à tous ceux d'entre vous qui s'empêchent de passer à l'action et de vendre parce qu'ils pensent ne pas avoir assez d'abonnés. Ceci est le signe du destin, le signe du karma, de tout ce que vous voulez de l'univers pour vous lancer, c'est à vous de jouer. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!